Merci Richard. Bon, on voit que les deux vieux pères là ont été eux-mêmes subjectivés par leur terrain et ils ont glané quelques compétences oratoires. Kajim, tu veux prendre le relais maintenant? Ok. Bonjour à tous. Je suis Guillaume Conan. On m'appelle Kajim depuis 1990 maintenant. Kajim, c'est mon nom de guerre, c'est le nom de ma renaissance. Parce que à la base, je n'étais pas censé faire ce que je fais maintenant. J'ai fait des études de langue étrangère, une maîtrise en espagnol, une licence en anglais. J'étais censé faire diplomatie. Je suis chanteur de reggae. À Abidjan, on me connaît comme un agitateur. J'aime pas beaucoup le terme. Je suis un père de famille. J'aime pas que mes enfants me voient comme un agitateur. Mais bon, apparemment, on ne devient pas tout ce qu'on veut. Ça fait un peu plus de 25 ans que je suis sur le terrain. Je dis bien sur le terrain parce que mon but à moi, quand j'embrassais la musique, c'était de devenir un artiste de reggae, pas une star, pas, je sais pas, tout ce qu'on montre à la télé là. La preuve de cela est que je suis de la génération de ceux qui ont fait leurs premiers albums sans mettre de photos sur la pochette. Le plus important, c'était pas qu'on nous voit, c'était que la parole porte. Bob Marley disait que le reggae ne prendrait sa vraie dimension que quand les Africains se le réapproprieraient. Le mouvement est en marche depuis bientôt une trentaine d'années. Bob Marley disait aussi, et il le chantait, « So much things to say ». Nous, notre génération, a envie de chanter « So much things to do ». On ne peut pas se contenter de chanter. On ne peut pas se contenter de dénoncer. Quand on finit de dénoncer, les gens sont en droit de vous demander, à part dénoncer, qu'est-ce que vous faites en réalité. Et je pense qu'il y a une génération de chanteurs qui l'a compris depuis quelques décennies et essaie de faire le travail. J'aimerais, avant d'aller un peu plus loin dans mon propos, revenir sur le regard que l'Occident porte sur l'Afrique. Je pense que la réaction de la rue africaine est beaucoup conditionnée par le regard que l'Occident a sur l'Afrique. Vu d'Afrique, on nous voit un peu comme une sorte de peuple d'amuseurs publics. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais depuis une trentaine d'années, il y a une tentative, mais très forte, de réduire l'art et la culture africaine à sa seule fonction de distraction. Dans nos villages, la musique avait d'abord la fonction d'élévation, d'éducation, avant la distraction. Si tu n'avais rien à dire, tu ne chantais pas. Chanter, c'était épancher les peines de son âme, de son cœur. Chez nous, quand quelqu'un chante bien, on lui dit Yako. Yako, ça signifie qu'on compatit à ta peine. On ne te félicite pas quand tu chantes. C'est ce qui fait que même dans des obsèques, on trouve que telle personne sait pleurer. Parce que même pleurer se fait en mélodie. On pleure pour exprimer des choses. On pleure pour susciter des sentiments. Et je vous dis tout ça parce que les jeunes Africains en ont marre. Les jeunes Africains sont fatigués d'un certain nombre de choses qui ne changent pas. En le disant, j'aimerais vraiment remercier et saluer avec tout le respect qui leur est dû les frères des mouvements Y en a marre et du ballet citoyen pour l'espoir qu'ils ont suscité dans le cœur des jeunes d'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les gens ne se rendent pas compte du désespoir, de la désespérance qu'il y a dans le cœur des jeunes Africains. Essayer de traverser un bras de mer sur un radeau pour venir en Europe, il n'y a que le désespoir qui pousse à ça. Après, on viendra nous parler de lutte contre le terrorisme. Mais le courage qu'il faut pour monter sur un radeau, c'est plus que ce qu'il faut pour prendre une arme pour commettre un acte terroriste. Combien de gens s'en préoccupent?
À aucun sommet de l'Union africaine, on a vu un chef de l'État africain évoquer cette question, poser cela comme quelque chose d'important. Mais c'est les choses qui préoccupent les jeunes Africains, leur avenir. Va-t-on continuer à être des poseurs de bâches et de chaises dans les meetings de gens fatigués qui vivent encore sous qui ne vivent que grâce à des respirateurs artificiels? C'est toutes ces questions-là qui provoquent ce que vous voyez dans nos rues. Notre continent a la majorité de la population qui est jeune. Notre continent est le seul au monde où être jeune n'est pas un atout. Quand tu es jeune en Afrique, tu es mal barré. Dans les partis politiques, les présidents des jeunes ont 50 ans. Si tu as 30 ans, tu n'es pas encore né, toi. J'en parle avec des mots peut-être un peu durs, mais parce que je vois le désespoir au quotidien. On parlait des agoras, mais moi je viens de Côte d'Ivoire. Notre pays est dit riche parmi les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais comment se sent-on quand tout le monde dit dehors que votre père est riche et que vous avez faim? Comment se sent-on quand tout le monde dit que votre père est riche et que vous n'avez rien? Moi, j'ai fait toutes mes études à Abidjan. Je suis sûrement de la dernière génération à avoir bénéficié de l'enseignement qu'il fallait. Parce que je suis parti je suis parti de l'université, j'ai fini ma maîtrise en 1994. Mais depuis, certains font une année académique en 3 années, 4 années. Des gens se réveillent à 3 heures du matin pour aller au cours. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais notre génération a les pieds dans la tradition, mais la tête dans les satellites. Aujourd'hui, tout le monde sait comment vivre. Les jeunes d'Afrique savent comment vivent les jeunes d'ailleurs. Eux aussi veulent vivre comme ça. Qui ne rêve pas d'avoir son appartement, son écran plasma, son iPhone? Quel jeune d'Afrique ne rêve pas de ça? Les gens viennent nous parler d'insécurité après. Vous pensez que les jeunes, les autres vont vous regarder comme dans un film? Mais tout le monde veut sa part de la richesse du pays. Ce que la rue africaine exprime aujourd'hui, c'est cela. On nous parle d'alternance. Nous, on ne veut même plus d'alternance. On veut une nouvelle alternative. Parce que même quand on parle de certains jeunes, d'une certaine jeunesse, c'est des jeunes déjà décadents. Ils sont jeunes du fait de leur âge, peut-être, mais c'est des vieux. Ce n'est pas que nous sommes des gérontophobes. Moi-même, j'ai la barbe blanche. Donc, je sais qu'il faut faire de la place à ceux qui viennent après nous. Mais en Afrique, on ne fait la place à personne. Et quand on ne fait pas la place à la nouvelle génération, la confrontation est inévitable. Le changement va être brutal. Ce n'est pas des menaces. Ceux qui observent savent que c'est comme ça que ça va se passer. Après la crise que nous avons vécue, nous étions tous sûrs que nous repartirions sur de nouvelles bases. On nous a vendu de l'émergence. Dans les rues abidjanaises, c'est devenu de l'énervance. Tout le monde en a marre. Parce que on veut nous faire croire à nous que faire un échangeur, c'est apporter un plus à notre vie. Je suis désolé. J'ai vécu 12 années à Genève. Dans le petit bloc où j'habitais, il y avait 3 bibliothèques. Des gens qui ont fait des études aux États-Unis nous parlent de développement alors que à Abidjan, il n'y a pas la moindre bibliothèque.
Certains prétendent se battre contre la France. La seule bibliothèque de la ville d'Abidjan est la bibliothèque de l'Institut français. Le jour où il y aura des bibliothèques dans nos communes, ce sera ce jour-là que commencera la révolution. Les gens disent que je suis un obsédé de l'école, un obsédé des mots, mais au début était la parole. Et la parole sera sûrement aussi à la fin. Si la rue aujourd'hui a un certain pouvoir, c'est grâce à la parole. Toutes les dictatures commencent par une monopolisation de la parole. Aujourd'hui, les gens savent le poids que la rue a. Ils savent le poids que nous avons. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais on ne censure plus aucun album dans aucun pays africain. Parce qu'ils savent maintenant que censurer, c'est mettre en lumière. Ils travaillent autrement. On préfère faire pression sur l'animateur qui doit jouer ta musique pour qu'il ne la joue pas, plutôt que de censurer officiellement. Ils savent le poids de la rue. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que, à la différence de Y'en a marre et du balai citoyen, ce qui est en train de se passer à Abidjan est beaucoup plus social et humanitaire. Nous sommes en train de récupérer tous les pans que les gouvernants ont laissés à l'abandon. Je suis ambassadeur d'une ONG qu'on appelle Ngboado, qui œuvre pour l'humanisation des prisons. Je suis aussi ambassadeur de l'AREA à la Page Blanche, une association pour les handicapés intellectuels. Quand je commençais à travailler avec Ngboado, pour avoir accès à nos prisons, nos premières visites, ça nous a pris, je crois, 6 mois pour avoir les autorisations. 6 mois. Aujourd'hui, je peux aller à la prison centrale d'Abidjan tous les jours, à n'importe quelle heure, je peux avoir accès à la prison. Parce qu'on a démontré tout simplement qu'on n'est pas là pour, parce qu'on aspire à un poste électoral, mais on est là pour faire du travail. On est là pour travailler pour nous, pour notre communauté. Et parce que si rien n'est fait, nos prisons deviendront des universités du crime. On entrera là-bas pour un petit larcin, on se formera et on sortira plus armé pour venir faire encore plus mal. La dernière visite de prison que j'ai faite, c'est la prison de Grand Bassam. C'est la première prison du pays, construite en 1900. On est en 2016, jamais rénovée jusqu'à présent. Je ne veux même pas que vous imaginiez l'état dans lequel se trouve la prison. Pour toute la prison, le budget est de 400 000 francs CFA, donc moins de 1 000 euros pour tout ce qui est produit d'entretien. Dans cette prison, on a croisé des gens qui y étaient depuis 7 ans pour des délits qui leur auraient valu, s'ils avaient été jugés et condamnés, maximum 6 mois. On essaie de faire ces choses-là parce que nous voulons une nouvelle société. Nous voulons une nouvelle Afrique. En venant ici, je me disais, et j'en parlais avec mon ami Valsero, je ne viens pas faire le procès de la Côte d'Ivoire. Je viens dire ce qui est. Mais en même temps, j'ai en face de moi des Français. Donc j'aimerais vous dire que la rue africaine est étroitement liée à la rue française, à la rue occidentale. Parce que nous, on dit à nos dirigeants ce qu'il faut. Mais vous, dites-leur aussi ce qu'il faut. Dites-leur que s'ils n'arrêtent pas de venir foutre le bordel là-bas, ça vous retrouvera ici. Dites-leur ça. Parce que les gens ont beau imaginer les dispositifs pour freiner les choses, il n'y a rien qui freine quelqu'un qui est désespéré. Rien. Quand quelqu'un a décidé que sa propre vie ne vaut plus rien, la vôtre ne vaut rien. Et les jeunes Africains en sont presque à ça aujourd'hui. Sinon, le jeune de Dakar, de Ouaga,
n'est pas plus courageux que le jeune de Paris. Mais le jeune de Dakar, de Paris, d'Abidjan, de Yaoundé sait que s'il ne sort pas face à la Kalachnikov, il est mort. Symboliquement d'abord, avant de mourir physiquement. Et en arrivant ici aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que nos États se permettent certaines choses. Nos gouvernants se permettent certaines choses parce qu'ils sont convaincus et parce qu'on leur a donné l'assurance qu'il ne leur arrivera rien. Ces derniers temps, je lis avec amusement les commentaires de certains sur Facebook qui se réjouissent que nombre d'États africains quittent la CPI. Si c'est pour créer une cour pénale africaine, moi je suis d'accord. Mais si c'est pour quitter la CPI pour pouvoir en toute impunité mater nos populations, moi je dis non. Moi je dis non. Ce qu'on cherche à faire, c'est pas dire que tel est bon, tel est mauvais. Mais le monde évolue et il faut que nous évoluions avec lui. Il faut qu'on laisse la jeunesse africaine faire ce qu'elle a à faire. Parce que qu'on nous laisse le faire ou qu'on ne le laisse pas, nous le ferons de toutes les façons. Aujourd'hui, dans nombre de nos pays, la question que certains se posent, c'est combien de morts il y aura quand cela va commencer. Parce que tout le monde sait que ça va se passer. Tout le monde sait que la rue ne va pas se laisser compter. Et on a parlé de beaucoup de choses et je ne vais pas monopoliser la parole, mais avant de terminer, j'aimerais évoquer le rôle d'Internet. Internet, pour nous, c'est un outil génial. C'est un outil extraordinaire. On a préféré peut-être mettre en lumière toutes les arnaques faites par une certaine catégorie de jeunes Africains qui disent se faire rembourser tout ce qui a été pris pendant la colonisation. La dette coloniale, c'est comme ça qu'ils appellent ça, toutes les arnaques que vous, voilà, sur Internet. Mais pour nous, c'est important de souligner le rôle d'Internet dans tout ce qui se passe depuis quelques années. La Côte d'Ivoire à la télévision depuis 1963, mais de 1963 à 2016, on a une chaîne de télévision nationale, une. Parce qu'il y a ce souci, ce besoin presque vital pour les pouvoirs de contrôler ce qui se fait, ce qui se dit. Il n'y a qu'Internet qui est venu donner un peu plus de liberté et permettre d'informer un peu plus nos populations. À Abidjan, il y a eu une grève des transporteurs qui a duré 7 jours. 7 jours durant lesquels la capitale était totalement paralysée. Tous les midis et tous les soirs, il y avait le journal télévisé. Pas un seul mot sur la grève des transports. Et puis, au 7e jour, la présentatrice ouvre le journal par « Eh bien, la grève des transports a pris fin aujourd'hui grâce à une rencontre entre le ministre des... » J'ai appelé un de mes potes de la télé pour lui dire « Il faut expliquer à ta collègue que avant de désannoncer, il faut annoncer. » C'est important que les gens se rendent compte de ce que nous vivons. Les jeunes d'Afrique aujourd'hui ont besoin de respirer. Ce que la rue, la mobilisation citoyenne que vous voyez, les violences, c'est rien d'autre qu'une tentative de respirer. Juste ça. C'est rien d'autre. Nous ne sommes pas les plus violents de la terre, nous ne sommes pas les plus vindicatifs, mais vous avez pu le constater, ceux qui sont venus vous parler ici sont des adultes aujourd'hui, ils ont leur famille. Quand nous nous rendons à des manifestations, quand nous nous engageons, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le souci de se mettre à l'abri.
être un chanteur engagé à Paris et être un chanteur engagé à Yaoundé ou à Abidjan, c'est pas pareil. Moi, j'ai fait une chanson qui s'appelait Sergent de Togo. De Togo en Oshi, c'est 2 pièces de 100 francs, c'est-à-dire 200 francs CFA. Voilà, on appelle ça de Togo, c'est le mot de passe. Et de Togo, c'est ce que te réclamait le policier chaque fois qu'il t'arrête, que tu sois en règle ou pas, il veut de Togo. Et il y a un journal satirique appelé Biche qui a créé un personnage qu'on appelait le sergent de Togo, qui était un peu l'allégorie du racket. Et j'ai fait une chanson intitulée Sergent de Togo. Mais quand tu fais une telle chanson, tu sens instantanément que ça va être chaud. J'animais à la radio au plateau. Chaque fois que je sortais de la radio, je voyais le véhicule de police qui était garé, qui m'attendait de l'autre côté de la route. Donc je montais dans la voiture, je démarrais, je faisais 10 mètres. On me sifflait, je garais, je sortais de la voiture, on me plaquait à la voiture, palpé, fouillé de fond en comble. Voilà. Et après, ça commençait à être les menaces de mort. Mais normalement, quand tu es à Paris, que tu reçois des menaces de mort, tu as la protection de la police. Sauf que moi, j'étais menacé de mort par la police. Donc, vivre dans cet environnement-là développe aussi des réflexes de protection et autres. J'ai déposé une plainte à la gendarmerie. Et du coup, menacé de mort par la police, j'étais protégé par la gendarmerie. J'ai dû partir 6 mois à Genève pour que les choses se tassent un peu. Mais je vous dis ça tout simplement pour vous dire que ce qu'on fait, on ne le fait pas contre des individus. Mais le jour où on dépouillera un peu plus le pouvoir d'État en Afrique, les choses seront aussi un peu plus simples. Parce que moi, j'étais à Genève, j'ai vu aucun jeune Suisse qui rêvait d'être conseiller fédéral. Mais en Afrique, quand tu es le président de la République, tu as la clé du coffre fort. Ce n'est pas comme aux États-Unis où tu ne peux pas avoir une nana dans le quartier. Tu as le droit d'avoir toutes les nanas du pays. Tu es le président de toutes les nanas du pays. Ce n'est pas pareil. Et donc, chaque fois que nous posons une revendication, même juste, c'est vu comme quelqu'un qui veut venir gâcher la belle vie qu'ils sont en train de mener. Peut-être que si le rôle de président de la République était une sorte de poste de haut fonctionnaire qu'on venait exercer parce qu'on avait un plan à mettre à exécution, ce serait moins difficile. Les gens se battraient moins pour arriver là et auraient plus de facilité à lâcher le pouvoir aussi. Parce que je ne crois pas que même les présidents des États les plus puissants du monde aient les privilèges qu'ont les présidents de nos pays. Et tout ça n'est pas fait pour que les choses soient plus simples. Je voulais juste vous dire ça et vous dire que nous continuerons de nous battre parce qu'il ne peut pas en être autrement. Nous continuerons de faire ce que nous avons à faire parce que c'est l'essence même de notre musique, de notre art. Parce que le jour où vous ne m'entendrez plus, moi, en particulier, faire cela, ça signifiera tout simplement que je suis mort. Merci.